comme on sentait qu'on avait une audience qui était quand même large et assez spontanée, parce qu'on on mobilisait, moi j'ai toujours été étonné qu'on arrive à mobiliser aussi facilement des fois. Euh, Après, on a pu élargir l'action anti-militarisation, non plus seulement à la défense des objecteurs, mais à ce qui se passait dans les casernes. Donc le mouvement, à la fin du GARM, on était presque entièrement en dehors des procès, on était presque entièrement sur le mouvement pour faire admettre que les casernes ne devaient pas être des lieux hors démocratie hein, hors vie civile ou hors république, quoi. Hein, alors bien sûr, on avait travaillé sur les bagnes pour décrire des lieux qui, eux, n'étaient pas. Hein, et c'est grâce au fait qu'on avait le sentiment qu'on touchait un peu large qu'on s'est concentré sur le mouvement de défense des soldats, en disant les soldats, mais c'est des citoyens comme les autres. Alors, du coup, le mouvement il s'éteint le jour où il n'y a plus la conscription. Moi, c'est mon analyse. Je veux dire, le jour où il n'y a plus de conscription, il n'y a plus d'antimilitaires comme on l'était. Parce qu'on n'est plus concerné personnellement. On l'est autrement, on est en tant que citoyen, mais on n'est plus. Quand même, les ventes d'armes, on est un pays qui revient en force. Hein, quand ça chauffait il y a 2 ans et qu'on voit le président de la République qui dit « mais j'ai donné l'ordre d'envoyer un missile Scalp sur Daesh », attends, c'est pas pour contrer Daesh, c'est pour faire la preuve que le missile Scalp qui est en vente, enfin qu'on souhaite vendre à beaucoup de pays, est plus performant que le concurrent russe ou américain. Hein, et quand un président de la République dit je donne l'ordre d'envoyer un missile Scalp, il fait de la vente d'armes, il ne dit pas je défends mon pays. Hein. Moi, c'est des événements qui m'ont étonné, c'est l'action en Libye. Et je me demande si la ferme détermination de Sarkozy d'aller bombarder, c'était pas de faire la démonstration que le Rafale était un très bon produit. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir qui c'est qui nous l'a acheté, quoi. Hein. J'ai des doutes sur des choses comme ça. Alors, c'est vrai qu'on vend aussi des armes qui servent à rien, quoi. Hein, parce que Daesh, il fait pas la guerre avec ce genre de choses. Hein. Donc on est peut-être mauvais commerçant aussi. C'est que dans le même temps, il y a eu au sein du GARM, et avec Olivier Brachet en particulier, il y a eu toute une réflexion sur la militarisation de la France. Et donc, il y a eu une réflexion là-dessus, et après, il y a eu une publication qui a été faite aux éditions du CERF, et on a pu la faire grâce à le réseau de la CFDT. Il ne faut quand même pas se leurrer, c'est par eux, parce que c'était Pierre Rosanvallon qui était le directeur de cette collection. Et à ce moment-là, Pierre Rosanvallon était permanent de la fédération CFDT. Exact. Voilà. D'accord. Pour terminer, Michel, aujourd'hui, quelle place tu vois à des actions antimilitaristes ou à l'antimilitarisme en tant que tel en 2017 ? Moi, il y a au moins trois champs, à mon avis, qui posent question aujourd'hui. Il y a toute la question de la militarisation de la police et de l'information.
C'est-à-dire tous les débats qu'il y a aujourd'hui en France autour des droits individuels, des libertés, etc., ce qu'on s'aperçoit, c'est quand même qu'il y a une surveillance de plus en plus organisée, et c'est une surveillance qui est militarisée, c'est-à-dire on est dans une logique de surveillance de masse et qui est traitée essentiellement par une hiérarchie. Le deuxième élément au niveau de la police, c'est la structuration de la police, qui est une structuration de plus en plus militarisée. Et moi, un élément sur lequel je suis assez sensible, c'est que c'est quand même des modèles intellectuels qui sont en train de coloniser toute une série d'aspects de la société. Et qu'on n'est plus sur le modèle antimilitariste des années 60, ou après juste la guerre d'Algérie, mais on est face à une conception de la société qui est une conception hiérarchisée, qui est une conception complètement fermée et qui bloque tout un ensemble de réflexions, d'actions à cause d'une perception « moi je sais, les autres ne savent pas » et je dois savoir tout ce que les autres pensent. Donc je trouve que c'est une préoccupation qu'on a aujourd'hui, enfin moi je trouve, qui est assez forte et qui pose question sur la manière d'aborder les questions humaines, les questions sociales, les questions politiques. On a un langage de guerre. Regardez le débat politique aujourd'hui. Par exemple, en venant dans l'embouteillage, j'écoutais la radio et un leader politique dit « j'ai tué tel adversaire », etc. On a des langages de la violence, de la discrimination, etc. Donc, qu'est-ce que c'est ce résultat? C'est le résultat, en définitive, d'une conception d'uniformisation de la société autour d'une seule idée. Alors, d'une seule idée qui fait que c'est la hiérarchie qui pense pour tout le monde. Voilà, et je pense que l'armée est l'archétype de cette situation et impose implicitement et explicitement. On n'est pas dans une forme de violence comme dans un régime totalitaire. C'est beaucoup plus insidieux. Et ça demande une réflexion bien plus charpentée, bien plus sophistiquée pour déceler les différences et pour ouvrir des espaces. On le voit sur toute une série de choses. Moi, je suis interrogatif, par exemple, sur le fonctionnement de la justice aujourd'hui, avec ce qu'on a eu sur les peines planchées, ce qu'on a sur un certain nombre de traitements de petits délits par rapport à d'autres grandes affaires, par exemple de fraude fiscale, de blanchiment, etc. Je ne sais pas si vous avez lu dans la presse, quelqu'un qui consulte un site internet djihadiste, c'est 7 mois de prison ferme. Hein. Mais celui qui fait disparaître des millions, il a 3 ans avec sursis. Où est la question? Donc on est quand même dans des choses un peu qui glissent complètement au nom d'une certaine idée des choses. Et je trouve que l'antimilitarisme, les questions d'aujourd'hui, c'est les questions sur la société. C'est-à-dire, c'est la question qui sont posées à partir ou à propos de la société militaire. Le chef pense et les autres exécutent. Je durcis le trait volontairement, mais on est sur des choses un peu de cette tendance-là. Alors moi, je ne le vois plus de la même manière parce que l'armée ne me paraît plus agressive comme elle l'était. Et là, il y a quelque chose qui pour moi a changé. Alors je pense que ça a peut-être changé au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, quand il y a les premiers généraux qui ont commencé à dire, à faire entre guillemets de l'humanitaire. Il y a peut-être ça qui a, je sais pas, qui a... alors je pense qu'il y a toujours une place
je ne suis pas antimilitariste. Complètement, je faisais partie de ceux qui estimaient qu'il y a des moments où il faut pouvoir prendre les armes, qu'on ne peut pas trouver toujours des moyens de persuasion suffisants. Alors il faut que ce soit le plus léger possible et surtout que ce soit transparent, soumis à une critique. Donc je suis un peu là-dedans. Ceci dit, je pense qu'il n'y a pas assez d'informations sur ce que représentent en ce moment les ventes d'armes, qui restent aussi importantes, sinon plus, que ce qu'on a connu. Donc peut-être une information et puis voir, oui, comment faire autrement, enfin, quelle alternative il peut y avoir, mais je ne le vois pas du tout de la même manière, hein. Ça ne m'apparaît pas la même priorité. Bien entendu, il y a encore des gens qui sont engagés, il existe encore des mouvements non violents, il existe encore des mouvements pacifistes, il existe l'Observatoire des armements qui mène une action de réflexion sur les conflits, sur l'armée, etc. Mais ce ne sont plus des actions connues du grand public et menées au grand jour. Mais c'est valable également pour d'autres pays. Il est évident que la fin de la guerre au Vietnam a également mis fin un mouvement antimilitariste de très grande envergure que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais qui était également présent dans nos préoccupations. Et aussi bien en Belgique qu'en France, j'ai milité en soutien aux déserteurs américains et contre la guerre au Vietnam. Donc, la guerre au Vietnam finie, la conscription finit également aux États-Unis, la conscription finit en France et en Belgique. Le militarisme a été de moins en moins combattu. Je pense que la fin de l'antimilitarisme a été favorisée par l'existence du service civil transformé de manière libérale pour permettre à tout le monde d'être objecteur sans problème et de pouvoir, si on est antimilitariste, plus ou moins, pacifiste plus ou moins. Ça a permis de faire un service civil, mais pas un service militant. J'ai connu des objecteurs qui, dans les dernières années du service civil, n'avaient aucune préoccupation de l'armée et qui ne vivaient pas leur service civil comme un acte militant. Ils le faisaient peut-être par générosité sociale, par désintéressement ou par refus des contraintes du service militaire, mais le service civil libéralisé a été une des raisons du dépérissement de l'antimilitarisme. L'abandon de la conscription y a pratiquement mis fin. Alors moi je me réjouis de la fin du service civil et de la fin du service militaire, mais malheureusement ça a également été un critère qui a empêché les jeunes de se poser la question de l'armée. Avant, on était obligé de se poser la question de l'armée. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et si on n'y va pas, mais pourquoi? Et donc, si on a trouvé la raison, on milite. Ça en découle logiquement. Maintenant, on va dans les rues, on voit des militaires armés, on se dit ils sont là pour défendre des terroristes, et on est bien content. Voilà le raisonnement que tiennent la plupart des gens. Ils ne se posent pas la question, est-ce que c'est la meilleure manière de se protéger du terrorisme? Est-ce que l'argent consacré à cette défense militaire ne serait pas mieux utilisé pour lutter de manière plus efficace contre l'idéologie pernicieuse qui mène des gens au terrorisme.